Je voudrais savoir, Madame Pulchérik Balé a été arrêtée exactement où? Et puis, est-ce que, après avoir, je veux dire, est-ce que vous l'avez rencontrée, puisqu'elle a été placée sous mandat de dépôt à la MACA, est-ce que vous l'avez rencontrée? Si oui, dans quelle disposition d'esprit elle est? Et puis, vous avez fait mention tout à l'heure du fait qu'elle était à l'hôtel Sébroco. Est-ce que les allégations qu'on lui attribue, est-ce que ces allégations étaient soutirées sur des tortures, puisqu'on a lu sur certains médias qui faisaient cas de cela? Deuxième préoccupation, Pulchérik Balé a lancé un appel le 10 août dernier, et je crois que c'était ici. Après cet appel-là, des formations politiques se basant sur cet appel ont également appelé leurs militants dans les rues. Est-ce qu'elle ne fait pas elle paye pas les frais de cet appel-là? Merci. Donc, M. Noël Sako, votre question. Zako, excusez, votre question. Alors, merci pour votre exposé. Tout ce que vous venez de dire, je suppose que c'est un rapport avec la justice ivoirienne. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener au niveau des organismes internationaux si éventuellement la justice ivoirienne reste sur sa position? C'est tout? Oui. Alors, M. Karina Fofana. Ma question va un peu dans le même sens que celle de Voici. Je voudrais savoir, Pulchérik Balé, en même temps que d'autres partis politiques, avaient appelé à manifester ce 13 août. Comment vous expliquez quelle a été la seule personne à être arrêtée? Je veux comprendre. Est-ce que c'est un incident de compte ou c'est pas ça? Ok. Alors, M. Jean Clézy, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. A demandé où est-ce que Mme Pulchérik a été arrêtée. C'est bien ça? Hein? Oui, oui. Voilà. Ça, c'est la première question. Bon, je crois que le confrère tout à l'heure, quand il est dans son exposé, je crois qu'il l'a souligné, elle a été arrêtée à Yopougon, précisément dans un hôtel. Voilà. Maintenant, la deuxième question, je crois que vous avez demandé si on a pu la rencontrer. Et si oui, quelle disposition d'esprit, dans quelle disposition d'esprit est-elle? Bon, effectivement, nous l'avons rencontrée. Après, d'abord au niveau de l'enquête préliminaire à la préfecture de police. Et puis lorsqu'elle a été donc mise sous mandat de dépôt, elle est partie à la MACA, nous avons pu également la rencontrer. Ce que je puis dire, c'est qu'elle est en tout cas dans une bonne disposition d'esprit. C'est pour ceux qui la connaissent, c'est une femme forte. Elle est vraiment, elle a un moral dans l'aide d'acier. Et elle-même, comme elle le fait, c'est là le dire, elle considère qu'elle est à la MACA comme en retraite spirituelle. Voilà les mots. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, sur le plan moral, elle est vraiment dans une bonne disposition d'esprit. Okay. Voilà. Maintenant, je prends la troisième question. Est-ce que les allégations, c'est quoi les allégations Le procureur. de torture, voilà. Oh, oui. Les allégations de torture sont fondées. Bon, pour être juste, en tout cas, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle n'a pas fait l'objet de torture. Pour être juste dans ce qu'on dit. C'est vrai, elle a été arrêtée dans des conditions un peu, bon, il y a, je crois, si c'est une position, quoi, ceux qui l'ont arrêté là, il y a un qui avait tenté, bon, de la bousculer juste un peu, mais bon, par la suite, je crois que tout s'est bien passé. Donc, elle n'a pas été vraiment, torturée ou voilà. Si vous permettez, relativement à ce point, puisqu'il ne s'agit pas seulement de Pulchérik Balé, il y a également d'autres personnes qui ont été interpellées. D'accord? Donc,
pour répondre à votre question relativement aux circonstances, j'imagine, de leur arrestation, je rappelle que les personnes sont venues également lui rendre visite à l'hôtel, ou du moins dans l'hôtel dans lequel elle se retrouvait. Et ces personnes qui sont seulement venues lui rendre visite, ils ont également été interpellés. Ça également, il est important de le relever. Ils n'ont ni été aux côtés de Pulchéry lorsqu'elle a lancé son appel, ni été pris dans une quelconque manifestation. Ils ont seulement été rendre visite à Pulchéry Balé dans l'hôtel dans lequel elle se trouvait. Aussi, il faut le souligner, pour des raisons de sécurité, parce qu'elle a reçu des menaces. Donc elle s'est retranchée dans cet établissement-là. Et ces personnes qui sont allées lui rendre une visite et qui étaient chargées de donner des commissions à ses proches ont été interpellées en même temps qu'elle. Nous ne pouvons pas comprendre que des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire ou avec l'appel qui a été lancé soient également interpellées. Autrement dit, chacun de nous serait dans les mêmes circonstances qu'il se retrouverait aujourd'hui dans les liens de la détention à la Maka. Aussi, le secrétaire général du syndicat, M. Kwakou Ngoran Aimé César, qui n'est nullement membre de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, qui est certes collaborateur de Dang Balé Pulchéry, mais pas dans le cadre de l'ONG, mais plutôt dans le cadre professionnel, puisqu'il est le secrétaire général adjoint de leur syndicat au niveau professionnel, et Balé Pulchéry est la secrétaire générale de la même structure. Donc vous voyez que c'est carrément différent. Et ce dernier a été interpellé le 13 août sur le lieu de son service, c'est-à-dire au Bénet. Bon, le Bénet n'est pas un endroit où on fait une manifestation. Le Bénet n'a pas été cité comme un endroit où une manifestation ou une marche a été organisée. Il a été pris sur son lieu de service et il a été enlevé. Parce que l'interpellation obéit à certaines règles. On doit pouvoir savoir où vous vous trouvez. On doit pouvoir savoir qui est venu vous prendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Et lors de sa conférence de presse, le procureur de la République a donné une réponse qui nous a quand même surpris, puisqu'il a dit, nous en tant que police judiciaire, il nous a été remis. Mais et avant? Qu'en est-il? Où était-il? Ce dernier a fait l'objet de violences. Il a été interpellé. Quand il a été interpellé, il a été encagoulé, il a été menotté et il est resté dans cette position jusqu'à ce qu'il soit conduit à la préfecture de police d'Abidjan. Combien de jours après? Pendant 3 jours, sans connaître des nouvelles de lui. C'était père de famille, il est père de 4 enfants. Voyez-vous, comprenez un peu le traumatisme qu'il subit ou qu'il a dû vivre. Tout ça parce qu'il a eu une proximité avec Pulchéry Balé qui a lancé l'appel du 10 août. Donc voilà un peu, relativement à cette question, ce qu'on pourrait dire, non seulement par rapport à Pulchéry Balé, mais également, comme on aime si bien le dire nous-mêmes, ce sont ses compagnons de fortune. Voilà. Ils se sont retrouvés là, certainement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ok, je crois qu'il y avait une 4e question, c'est ça? Non. Vous avez demandé si Pulchéry Balé ne paye pas les frais. Je rappelle que les partis d'opposition ont lancé juste après son appel. C'est bien ça, hein? Puisque les partis d'opposition se sont basés sur son appel pour... se sont basés sur son appel, justement, pour... Voilà. C'est bien ça. Sur ce point-là, avant que M. Béni ne continue,
j'aimerais dire qu'on a tenté plusieurs fois de faire croire à tous que Dangbale Kucheri serait membre ou aurait des acquaintances avec l'opposition. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a eu l'habitude de remettre en cause, ou du moins d'avoir des critiques assez dures vis-à-vis de la société civile. Pour une fois, en toute responsabilité, une organisation de la société civile décide d'émettre une opinion. Et on trouve là que c'est une instrumentalisation de l'opposition. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, cette société civile, à travers l'ONG ACI, a donné une opinion relativement à la décision prise par le président de la République. Mais dans les mêmes conditions, cette même structure pourrait également avoir des critiques vis-à-vis même de l'opposition. Donc si elle est dans cette, cette position de vouloir se démarquer aussi bien des autorités politiques, administratives et de l'opposition, pourquoi voulons-nous forcément inclure cette structure auprès de l'opposition ou des partis politiques? Elle a toujours relevé, la présidente de cette ONG, Mme Balé Kucheri, qu'elle est membre de la société civile. Rien que ça. Elle est membre de la société civile. Maintenant, comme vous le dites, si des partis d'opposition ont appelé à manifester, je veux dire, chaque structure est autonome et indépendante. Et au-delà même des partis politiques de l'opposition qui ont appelé à la manifestation, il y a des personnes au niveau du pouvoir, ou du moins des tenants du pouvoir, qui ont appelé également à une contre-marche. C'est leur droit, puisque nous sommes dans un état de droit. Chacun a la possibilité, ou du moins chacun a le droit de pouvoir exprimer son point de vue. Rien d'autre. Rien d'autre. Et donc, pour terminer, Monsieur Crésus, Jean, nous ne serons donnés, je dirais, réponse à cette question dans la mesure où nous ne sommes pas l'organe de poursuite. D'accord? Nous ne sommes pas l'organe de poursuite. C'est le procureur qui pourra vous dire, puisque c'est lui qui poursuit, de savoir pourquoi notre cliente est-elle poursuivie. C'est lui seul qui pourra vous répondre, dans la mesure où c'est lui qui poursuit. Okay. Bon, je voulais juste ajouter que, en fait, le sentiment que vous exprimez est juste. Parce que nous-mêmes, nous avons eu ce sentiment-là depuis l'enquête préliminaire. À un certain moment donné, toutes les questions qui étaient posées tournaient autour de ces présupposés liens avec les partis d'opposition. Ils lui ont posé la question de savoir quels étaient ces liens, avec tel chef de parti, tel chef de parti d'opposition. Et elle a toujours, en tout cas, elle s'était vérifiée avec tous les partis politiques. Dans ce cadre, elle a écrit pratiquement à tous les partis politiques. Certains partis ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Et les gens cherchaient en réalité à savoir si exactement ce n'était pas l'opposition, les partis de l'opposition qui l'avaient mise en mission, en fait. C'est ce qu'on avait, c'est le sentiment qu'on a eu à travers les questions qui avaient été posées. Mais bon, elle a quand même répondu, vous savez, c'est quand même une dame assez intelligente, en tout cas, elle a répondu à toutes les questions. Mais néanmoins, le sentiment que nous avons, nous partageons, je pense, le même sentiment, c'est que nous avons tendance, les gens ont tendance à confondre, c'est-à-dire à confondre son ONG à une branche, j'allais dire, des partis politiques, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vraiment, mon frère l'a dit. Elle nous a même dit qu'au départ, quand elle a créé l'ONG, les partis d'opposition même la combattaient, parce qu'elle œuvrait, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'il y ait la paix et la cohésion. Et donc, il y a certains partis politiques d'opposition qui ne comprenaient pas cela. C'est là que ces derniers temps-là que les gens ont compris un peu qu'effectivement, ce qu'elle faisait était juste. Donc, elle n'a rien à voir. Il s'est avéré qu'il s'est trouvé qu'à un certain moment donné, par rapport à cet appel,
En fait, l'opinion convergeait avec l'opinion des partis politiques. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une convergence de vues. Et bon, le pouvoir a vu ça en mal. Ça a passé qu'effectivement, elle avait été mise en mission par les partis politiques qui ne pas juste. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Oui. Avant de répondre à la question relative aux actions à la justice, je voudrais faire un complément concernant Dame Balé Pluchéry par rapport à ce qu'il vient de dire et par rapport donc à cette préoccupation qui semble effectivement hanter l'autorité de poursuite. Je crois qu'il faut avoir en tête qui est cette dame et un petit peu son parcours qui serait très long de décrire ici, mais il est bon de savoir que c'est une dame qui n'a pas milité dans un parti, en tout cas qui ne s'en prévaut pas, mais par contre qui est connue comme une syndicaliste. Et c'est l'une des premières femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire et qui a connu un parcours sans faute dans le milieu syndical, notamment au travers de la centrale d'unité, dont elle a gravi les échelons au point d'en devenir l'une des premières responsables. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a toujours inscrit son action. C'est une militante des droits de l'homme qui a complété donc son parcours syndical par un engagement sociétal au travers de différentes structures de la société civile, puisqu'avant de créer ainsi, avait créé Forci et avait participé à un ensemble d'autres organisations de la société civile ivoirienne. Et elle est reconnue, d'ailleurs, à l'international, comme une panéliste pour toutes ces questions-là, si bien qu'elle a été régulièrement invitée à des activités touchant donc à l'objet de son engagement. Donc il faut que cela soit clair une bonne fois. Voilà le complément que je voulais faire. En ce qui regarde nos actions ou peut-être nos stratégies, il est tout à fait évident qu'elle ne sera pas dévoilée ici, mais j'en viens. Je voudrais dire, et je voudrais que cela soit su, non seulement par ceux qui ont engagé les poursuites, mais également par les personnes en charge de la protection des citoyens et des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire s'est engagée, au-delà de ces tests fondamentaux qui vont fonder, bien entendu, notre défense, en l'occurrence la Constitution ivoirienne et les différentes législations qui ont été énumérées, concernant notamment le statut, entre guillemets, protecteur qui était dévolu à Mme Balé et à ses compagnons d'infortune en tant que membres de la société. La Côte d'Ivoire s'est engagée au niveau international sur tous les textes fondamentaux, que ce soit la Convention contre la torture, que ce soit tous les textes qui prohibent les traitements inhumains et dégradants. Au niveau africain, on a tous les textes, la Cour africaine des droits de l'homme, la juridiction régionale, dans la charte de la bonne gouvernance, la charte de la démocratie. Ce sont des textes auxquels ce gouvernement s'est. Et dès lors que les engagements ont été pris, eh bien, sans dire que nous entendons user de toutes les options à notre disposition pour faire valoir les droits de notre cliente. Nous serons fermes là-dessus. Il est entendu que nous avons décidé de faire à la justice ivoirienne. La balle est donc dans son camp. En fonction de l'évolution de la situation, nous envisagerons toutes les voies à notre disposition afin de faire reconnaître les droits. Elle a exercé un droit. Autrement dit, le citoyen, la question qu'il faut se poser, est-ce que le citoyen
pourrait éventuellement émettre une opinion différente de celle de nos autorités politiques administratives? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le citoyen lambda peut? Et au regard des tests, parce que tout débat doit se faire sur le fondement de quelque chose. Et comme il s'agit d'un débat juridique, le fondement c'est la loi. Une personne qui relève du peuple est habilitée, au regard des tests, à poser des critiques, à ne pas avoir le même point de vue que le président de la République. C'est dans laquelle il y a des élections. Quand on va à une élection, c'est la majorité qui l'emporte, n'est-ce pas? Mais il y a une minorité qui n'a pas donné sa voix nécessairement à celui qui devient président de la République. Donc il y a une minorité également qui peut avoir une position qui est différente de celle des tenants du pouvoir. Est-ce que cela peut être considéré comme une infraction? Est-ce que cela peut être considéré comme une infraction? Le fait d'avoir un avis différent, le fait de manifester pacifiquement, est-ce que cela peut être considéré comme une infraction? Nous, on a notre réponse. Peut-être qu'on dira nous avons une position assez clairement en raison de la personne ou des personnes que nous défendons, mais force reste toujours à la loi. Référons-nous à la loi. Référons-nous à la loi. Sortons de ces débats-là, de savoir est-ce qu'on peut faire le troisième mandat, est-ce que oui ou non. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des libertés qui sont consacrées par la Constitution, notamment de pouvoir manifester ou de pouvoir émettre une opinion. Est-ce que cela est possible? Et sur cette question-là, je pense que la Constitution ainsi que la législation politique en vigueur donnent une certaine clarté sur ces points-là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Seplis-Ala, le temps, je demande le temps. Le temps, monsieur? Seplis-Ala. Seplis-Ala du temps. Oui, qui d'autre? C'est la seule personne. Oui. On va dire rapidement, il y a personne. Ok, monsieur Seplis-Ala. Merci, madame. Votre question? Merci, madame. Tout à l'heure, même Zoko Seri a revenu un peu sur le parcours de madame Ballet Poucheri. Elle a dit que c'est une activiste qui est revenue au plan international. Elle a vécu. Alors, je voudrais savoir, depuis son arrestation, quels ont été les moyens ou les actions qui ont été menées pour être en contact avec les organisations internationales qui sont à bien coordonner vos activités pour la faire sortir de là où elle est. Merci. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il y a le travail des avocats qui est merveilleusement complété, en tout cas par celui des organisations sœurs, parce que l'ACI, c'est une quarantaine de structures et d'organisations qui se sont mises ensemble. Et vous aurez remarqué que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Mme Ballet n'est pas seule. Parce que dès son arrestation, il y a eu effectivement une mobilisation de ses collègues et des membres des autres structures. Et je pense, pour suivre assez régulièrement ce genre de choses, que c'est certainement l'une des premières fois qu'il y a eu une déclaration qui allait au-delà de ACI, une déclaration qui a regroupé toutes les organisations des droits de l'homme ivoiriennes, quasiment sans exception, depuis le MIDH, la LIDO et tout. Et donc, c'est la preuve que ces structures sont conscientes de l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus Chérif Ballet et ses compagnons. Mais si la situation reste en l'état, cela veut dire que toute autre structure agissant de la même manière, dans le même domaine, n'aura plus le droit de citer. Et par conséquent, il y a une grande prise de conscience à ce niveau. Et de même, national, il y a eu un écho également, puisque des organisations comme Amnesty et autres, et au niveau également des organisations syndicales internationales, ont fait un certain nombre de démarches
Ils sont en cours et je pense aujourd'hui que toutes les structures de la société civile sont en train d'œuvrer selon leur plan à elles, afin que la cause de Mme Ballet et de ses compagnons devienne une cause commune mondiale. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous, en tant qu'avocats, nous porterons également ce dossier là où il doit être porté, au niveau international, pour faire connaître la situation. Voilà. Merci beaucoup, maître. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va laisser la parole au maître pour son mot de fin. Alors, nous réitérons encore nos remerciements auprès de vous. Merci encore pour votre présence. Nous souhaiterons qu'on retienne deux choses. Première des choses, il n'est pas superfétatoire de le rappeler. Il faudrait qu'on sorte du débat du troisième mandat. Parce que c'est ce qui passionne, c'est ce qui envoie plein de... Je vais dire, il y a tellement d'intérêts liés à la question du troisième mandat. Mais nous, en tant qu'avocats, et surtout en tant qu'observateurs, d'accord, parce qu'il est important de le souligner, le débat n'est pas tant la question du troisième mandat ou pas. Le débat porte sur l'exercice des droits fondamentaux qui sont consacrés non seulement par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais surtout par notre Constitution. Chaque citoyen, autant qu'il est, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, a le droit de pouvoir se prononcer sur une question qui intéresse l'intérêt général. C'est le droit de chacun de le dire. Et ça, je le dis, il faut pouvoir s'éloigner de la passion. Il faut prendre du recul pour pouvoir répondre à ces différentes questions-là, qui sont pour moi le socle de toute société démocratique. Or, la Côte d'Ivoire est une société démocratique. Et donc, ce principe-là, où je dirais ces droits fondamentaux-là, doivent s'exercer absolument. Et c'est ces droits-là qui ont été exercés par nos clients. Encore qu'il faut faire la part des choses. Un Pulchéri Ballet qui a fait l'appel et les autres qui n'ont ni fait appel, qui n'ont ni manifesté, mais qui subissent la même situation qu'elle. Ce qui est totalement déplorable. Ensuite, je vais parler du contenu de la poursuite. Ils sont poursuivis, comme nous l'avons dit dans notre exposé, pour atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, destruction de biens publics et privés, provocation à un attroupement. Je m'arrête là. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a lancé un appel. Vous savez, en matière pénale, la responsabilité est personnelle et individuelle. On ne peut vous punir qu'en raison de l'acte que vous avez posé. C'est pourquoi, quand on donne la définition d'une infraction, il y a ce qu'on appelle l'élément matériel. Quel acte matériel vous posez et qui vous amène à tomber sur le coup de la loi? Quel acte? Ensuite, il y a l'élément moral et il y a l'élément légal. L'élément légal, c'est la définition qui est donnée par la loi par rapport à l'infraction poursuivie. Mais dans notre cas de figure ici, quel acte matériel nos clients ont-ils posé?
J'attendais que le procureur de la République, puisqu'il a décidé de donner ses raisons publiquement, j'attendais qu'il réponde à ces questions. Quel acte matériel nos clients ont posé pour qu'il y ait une poursuite à leur encontre par rapport à toutes ces infractions visées? Quel acte? L'appel lancé, est-ce qu'un appel qui est lancé est une infraction? Dites-moi. On nous dit non, à l'occasion de l'appel, il y a eu des manifestations. D'abord, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu plusieurs appels. En plus de l'appel lancé par Chéric Balé, il y a eu l'opposition qui a fait un appel à manifester à la même date. Il y a eu même un parti proche des tenants du pouvoir qui ont appelé également à marcher à la même date. Est-ce une infraction? Lancer un appel pour demander aux personnes de protester contre une décision prise, est-ce que c'est une infraction? Il y a eu destruction de biens dans certaines localités. On poursuit également nos clients pour cela. Est-ce que c'est eux qui ont procédé au casse? Est-ce que c'est eux qui ont commis les faits matériels de ces infractions-là? Autrement dit, est-ce qu'on peut emprunter la criminalité d'autrui? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut emprunter la criminalité d'autrui? À ce que je sache, et selon ce que je sais, au regard de nos connaissances en matière juridique, en matière pénale, on est responsable des actes. Personnellement, on est responsable des actes qu'on pose. On ne peut pas vous tenir responsable pour un acte posé par autrui. Ce n'est pas possible. Et enfin, quelle est la preuve qu'on apporte pour soutenir la poursuite? Parce que certainement que Maître Benet ne l'a pas suffisamment dit, mais on a fait des observations dans le cadre de la procédure, notamment en enquête préliminaire. Nous avons demandé qu'on nous donne la preuve. Il ne s'agit pas de dire que vous avez lancé un appel, que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il ne suffit pas de le dire. Il faut apporter la preuve de ce que vous dites. Jusqu'à aujourd'hui, où se trouve l'élément? L'élément qui fonde la poursuite du procureur. Puisqu'il parle de la déclaration de l'appel qui a été lancé. Où se trouve l'appel? J'attendais certainement qu'on vous produise l'appel ou la vidéo de Balé Pluchéry pour vous dire voilà ce qui a été dit. Voilà ce qui a été dit au cours de la conférence de presse avec preuve à l'appui. Maintenant, depuis lors, on se contente de dire vous avez lancé un appel, vous avez appelé à l'insurrection, vous avez appelé à ceci, vous avez appelé à cela. Diantre. Mais on peut tout mettre dedans. Et comme je le dis, nous ne sommes pas dans un état où c'est le principe de la présomption de culpabilité. Je m'explique. On ne vous prend pas et on ne vous prend pas et on ne vous poursuit pas pour des faits et il vous revient à vous de démontrer que vous n'avez pas commis les faits qu'on vous reproche. C'est ça la présomption de culpabilité. On vous prend, on vous reproche des choses et quitte à vous de démontrer que vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous reproche. Ce n'est pas ce principe-là qui est consacré par notre Constitution. Notre Constitution prévoit le principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il appartient à celui qui vous poursuit de démontrer que vous avez un lien avec les éléments qui vous sont reprochés. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. La construction du parquet est fondée sur un château de cartes. En tout cas, nous mettons le parquet au défi de nous produire des éléments de preuve qui corroborent ces allégations et qui justifient ces poursuites. Nous n'attendons que ça. Nous attendons de voir. On ne peut pas priver des personnes de leur liberté. La liberté est sacrée. C'est des pères de famille. Pour la majorité d'entre eux,
c'est des pères et mères de famille. Kwakum Goran, par exemple, il a 4 enfants. Balé Pucheri, je crois, a 3 enfants. Les autres également ont des enfants. Nous ne sommes pas loin de la rentrée scolaire. Qui va s'occuper de leur progéniture? Qui va prendre en charge leurs proches? Vous comprenez? Donc la liberté, elle est sacrée. Et au nom de la sacralité de cette liberté-là, avant de pouvoir priver une personne de sa liberté, il faudrait qu'on ait tous les éléments objectifs qui permettent de justifier cette privation de liberté. Sur ce point, je vous remercie encore. Je vais donner la parole à Maître Béné pour son mot de fin et après, Maître Zoko également prendra la parole pour son mot de fin. Je voudrais juste revenir sur un élément qui me semble essentiel. Tout à l'heure, on en a parlé, mais je voudrais insister là-dessus pour qu'on soit tous d'accord. C'est-à-dire, en fait, la confusion est faite autour de l'appel qui a été fait. C'est-à-dire, à part eux, selon le tenant du pouvoir ou le parquet, dès l'instant où c'est elle qui a fait l'appel, tout ce qui en découle comme infraction, c'est elle qui assume. Nous disons non. Toute la question de savoir est-ce que le fait, la question, est-ce que le fait de lancer cet appel-là, en lui-même, elle constitue une infraction? Il a dit tout à l'heure, l'appel à un mouvement ou à une marche pacifique est consacré par la Constitution. D'où le caractère légal de l'appel. Dès cet instant-là, si au cours de la marche, des incidents et des infractions interviennent, on ne peut qu'appréhender les auteurs de ces infractions et non pas la personne qui a commis l'infraction. Je prends un exemple simple. C'est comme vous organisez une fête chez vous, soit un mariage, un anniversaire. Vous invitez des gens viennent. Au cours de la fête, il y a une bagarre qui éclate. Les gens se bagarrent, puis il y a des blessés. La police arrive. Est-ce que la police a le droit d'interpeller la personne qui a organisé la fête ou d'interpeller ceux qui ont fait la bagarre? Non. Organiser une fête n'est pas en soi une mauvaise chose, ce n'est pas interdit. Donc la police ne peut pas interpeller ceux qui ont organisé la fête. La police ne peut interpeller que ceux qui ont commis la bagarre. C'est ce qu'il a appelé le principe de la personnalité, c'est ça. C'est-à-dire l'infraction pénale, elle est personnelle et individuelle. C'est ceux qui ont commis l'infraction qui doivent être employés. En l'occurrence, au cours de cette marche, il y a eu des bus qui ont été incendiés. Mais c'est les personnes qui ont incendié ces bus-là qui doivent être interpellées, et non pas la personne qui a appelé à la marche. Puisque la marche, l'appel à une marche pacifique est consacré par notre droit. Donc c'est ce que je voulais dire. D'où la vacuité, c'est ce que je veux dire, la vacuité du dossier des poursuites. Il n'y a rien. Le procureur n'a même pas été en mesure de dire, et ils ont toujours évité cette question. C'est-à-dire, est-ce que l'appel en lui-même constitue, non, est-ce que vous avez obtenu l'autorisation? Mais rien. Aucun test n'autorise, ou aucun test ne fait obligation à quelqu'un qui veut manifester, n'est-ce pas, d'avoir l'autorisation des dirigeants du pouvoir. Tout ce qu'on fait, c'est d'encadrer. Et à l'espace, excusez-moi, en l'occurrence, elle a écrit, elle a fait, mon confrère l'a dit, elle a écrit aux deux ministères, au ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire. Dès cet instant-là, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir organisé la marche. À titre d'exemple, je compare un peu ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé en France il y a, je crois, l'année, soit en 2019. Sur pratiquement un an, les gilets rouges, c'est ça, ont marché tous les samedis. Vous avez pris une seule fois, puis ils ont pris ceux qui ont appelé à ces marches-là. Il y a eu des casses, mais ils ont pris ceux qui ont fait les casses. C'est la même chose. On nous dit qu'on est dans un état de droit. Un état policier. Je suis en train de me demander si c'est un état de police ou un état policier. Est-ce que c'est pas. Non, monsieur le journaliste, comprenez quelque chose. Nous faisons face à un abus manifeste. Dans tous les sens, que ce soit dans la forme que dans le fond, nous sommes en face d'un abus. Et c'est ce que nous dénonçons. Je vous remercie. Bon, je pense que mes collègues ont tout dit. Ce que je voulais dire simplement en conclusion, c'est que le ministère que nous exerçons en tant qu'avocats ne s'exerce pas
parce qu'on recherche un avantage ou parce qu'on aime telle personne ou parce qu'on n'aime pas telle personne. Et en ce qui concerne Mme Balé, à titre personnel, je ne suis pas une de ses connaissances. Mais je suis ses activités. Parce que dans ce pays ici, qui est le mien, qui est mon pays d'origine, je fais partie, à un certain moment de ma vie, de ceux qui se sont battus pour qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse avoir une démocratie réelle et que toutes les opinions, aussi diverses et opposées, soient telles. Vous comprendrez pourquoi j'ai été choqué de voir à l'œuvre cet abbé engagé aux côtés de mes confrères pour essayer d'aider au mieux, parce que j'ai suivi le parcours de cette personne. C'est une personne admirable, c'est une personne qui a à cœur la collectivité au détriment de ses propres intérêts, et une telle personne mérite d'être soutenue. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vous remercie.